La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Cécile, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui pour le podcast de Premier Employé d'OVNI. On a plein de personnes en commun dans notre entourage, beaucoup de gens qui m'ont dit de te parler, donc je suis super content de t'avoir avec nous. Je te reçois, tu as vécu les deux côtés, on va dire, de la tech, côté investisseur, côté opérateur. Et donc le but, c'est d'en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, on en discutait juste avant, qui étaient dans ton cas, dans des VC, qui se projettent sur l'avenir et qui aimeraient savoir si, être premier employé d'une startup, ça vaut le coup. Et donc, on va essayer de unpack tous ces aspects-là, quoi. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, dire pour qui tu travailles aujourd'hui et ton poste au sein de cette entreprise? Ouais. Déjà, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Moi, je m'appelle Cécile, j'ai 28 ans et je suis Chief of Staff chez Illy, une boîte dans la deep tech, dans le secteur de la blockchain. Qu'est-ce que fait Illy exactement? Même si je sais que c'est hyper technique, etc., essaye de vulgariser si tu peux, pour ceux qui nous écoutent. Ouais, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux boîtes Web 2, donc aux boîtes traditionnelles, aux applications traditionnelles, de bénéficier des promesses de la blockchain de manière très simple. Jusqu'ici, en fait, les fondateurs ou n'importe quel app développeur devaient reconstruire une app complètement avec un langage de développement spécifique, utiliser un stack particulier, etc. Nous, en fait, grâce aux avancements d'une technologie qui s'appelle le Zero Knowledge, on peut permettre aux développeurs d'applications de créer leur app en Rust ou en n'importe quoi de ce qu'ils utilisent d'habitude, de les prouver et d'avoir sur la blockchain uniquement les preuves de ce qui s'est passé off-chain. Ok. Voilà. Pas mal de choses à dire. En quelques mots. Mais c'est compliqué, c'est de l'infrastructure blockchain, c'est de la deep tech. J'adore. On va essayer de comprendre comment t'en es arrivé là, parce que, à partir tu vois, même pour ceux qui sont avant le passage en VC, je pense qu'il y a aussi des étudiants qui nous écoutent et qui peuvent se poser la question de, comment t'arrives des études et de, je sais pas, commencer à faire des stages chez EY à cette industrie-là. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, d'où tu viens, ce que t'as étudié et comment t'en es arrivé là, quoi. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de chemins parcourus, beaucoup de choses différentes. J'ai commencé par des sciences sociales, moi. En fait, en terminale, je savais pas trop où aller. Du coup, je me suis dirigée vers des études assez généralistes. T'as grandi à Paris? J'ai grandi en banlieue parisienne. Ok. Classique. J'ai pas beaucoup bougé. Et ouais, en terminale, j'ai passé pas mal de concours pour un peu augmenter mes chances de où est-ce que j'allais être prise. J'ai été prise à Sciences Po Paris sur le campus de Reims, qui est du coup spécialisé sur l'Amérique du Nord. Donc en gros, c'était Sciences Po Paris, mais en anglais. Et à Reims, du coup, je pouvais comme ça partir de chez mes parents. Et c'était un peu ce que je voulais à l'époque. Voilà, donc au début, mon parcours, c'est vraiment des sciences sociales, c'est des sciences politiques, c'est de la sociologie, c'est de l'économie, de l'histoire, du droit. Hyper intéressant. Mais au moment de choisir mon master, j'ai beaucoup hésité entre sécurité internationale et finance et stratégie. Et j'ai choisi finance et stratégie puisque j'avais un besoin de plus de concret dans ma vie. Je commençais à en avoir un peu marre d'écrire 15 pages pour un truc que je peux dire en 2 pages. Voilà, et je cherchais à être un peu plus stimulée. Parce que, mine de rien, mes 3 premières années, j'avais des très bonnes notes sans faire grand-chose. Et je voulais retrouver un petit peu le niveau de stimulation que j'avais eu en terminale quand j'avais passé tous mes concours, etc. Donc, c'était pas forcément tu te projetais pas forcément sur l'avenir et où est-ce que finance et stratégie pouvait t'amener, mais c'était ce dont tu avais besoin à l'instant T, quoi. Je pense que je savais pas trop où est-ce que ça allait me mener, mais j'avais déjà un peu plus de visibilité qu'un master sécurité internationale où c'était un peu plus difficile de voir où est-ce que j'allais atterrir à la fin. Ok. Et ça, c'était plus un intérêt, on va dire intellectuel et
je me voyais plus évoluer vers finance et stratégie. Ok. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pendant ce master, parce que mine de rien, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de maths. Donc, il y a eu pas mal de rattrapage. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup travaillé. C'est un master de très haute qualité. Rapproche peut-être un peu Ouais, je le me micro. rapproche du micro. Ok. Comme ça, ouais. Ok. Là, c'est mieux. Ouais, ok. En fait, c'est un master. Enfin, pour moi, la voie royale après le finance et strat, c'est M&A. Enfin, la plupart, ils font M&A, private equity, strat aussi. Ouais, c'est vrai que c'était pas un master entrepreneuriat, ça c'est sûr. À l'époque, donc c'était il y a un moment maintenant, j'ai commencé mon M1 en 2017. La voie royale après ce master, en effet, c'était M&A ou conseil en strat. À ce moment-là, c'était pas du tout hype, en fait. Les startups, le VC, personne n'en parlait. Mm. Là, c'était 2018, 2019. Ouais, enfin même donc ma sortie de master c'était 2019-2020, Ok. mais quand je suis arrivée c'était 2017 si tu veux. Donc Ok. Ouais. voilà, moi j'ai un peu suivi cette voie-là aussi. Je voulais faire du conseil en strat, donc j'ai fait une césure entre mon M1 et mon M2 comme tout le monde dans ce master, et j'ai commencé par en effet un stage chez EY en audit. Voilà, et deuxième partie de césure, un stage en fonds d'investissement infrastructure. Ok. Pour ensuite, le but ensuite, c'était de faire mon stage de fin d'études en conseil en strat et d'être recrutée là-bas. Ok, donc sur tes 2 premiers stages de césure, en fait, t'avais pas du tout la dimension tech à ce moment-là. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ok. En parallèle, moi, je me suis passionnée de blockchain pour une histoire. Enfin, ça paraît un peu absurde, mais c'est mon grand frère qui s'est passionné du sujet. Moi, je suis super proche de mon grand frère, et du coup, j'avais creusé le sujet même avant, quand j'étais en sciences sociales. Ok. J'écrivais des essais sur l'impact de la blockchain sur la géopolitique, ce genre de trucs. Mais donc, c'est peut-être un peu l'aspect tech que j'avais dans ma vie, mais non, sinon, c'était plus vraiment business, mon parcours à ce T'étais plus moment-là. sur la philosophie de ce que peut apporter la blockchain. Ouais, Vraiment c'est ça. l'aspect tech, c'est intéressant. Ok. Ouais, ouais. Donc, ok, t'arrives dans ce fonds d'infra. Tu finis ta césure. Comment tu te projettes? Est-ce que tu sais déjà vers où tu veux aller? Est-ce que c'est un peu flou? Et comment t'arrives après chez Iris? Ouais. Ah non, c'était LEK. Ah ouais, Ouais, j'ai avant, eu ouais. LEK avant. Mais ouais, en gros, EY, ce que j'avais bien aimé, enfin, mine de rien, ça m'a permis de me former sur des compétences Excel, et j'avais bien aimé la diversité des missions parce que, en gros, tu as des missions avec des équipes données et des secteurs donnés, et ça change pas mal, donc j'avais bien aimé ça. Mon stage en PI, fonds infra, c'est assez particulier, l'investissement PI infra. Et ça m'a pas énormément plu, mais bon, le but à la fin, c'était conseil en stratégie. Donc c'était un peu ça l'idée. En M2, sur mon premier semestre, du coup, je me suis aussi entraînée pour passer les entretiens de conseil en strat, les caps de conseil en strat. Donc ça, ils sont assez intelligents. Ils te font vraiment bosser tout seul avant, et tu arrives en fait déjà formé par toi-même. Donc c'était un M2 assez intense, et à ce moment-là, j'ai eu un cours en VC et j'ai adoré. Je découvrais vraiment. J'ai majoré le cours et je m'étais dit: «Bah, je vais faire quelques années de conseiller en stratégie et j'irai en VC après». Parce qu'à l'époque, en fait, donc on est en 2019 à ce moment-là, tu as presque pas d'analystes. Le rôle d'analyste, en fait, dans les fonds VC n'existe pas. C'est souvent des investisseurs qui ont plusieurs années d'expérience derrière, qui ont été en start-up ou en fonds ou en conseil, et qui sont ouais, vraiment plus expérimentés. Donc c'était un peu difficile de devenir VC juste après le master, quoi. Donc je vais pour ça. Je suis prise dans le 6e cap de conseil en strat, LEK Consulting, qui fait principalement des due deals à la vente ou à l'achat. Donc leurs clients, c'est principalement des fonds de PI. Je suis ravie. Et là, le Covid arrive. Donc si tu veux, j'ai commencé mon stage de fin d'études le 8 mars, je crois. Et le 13 mars 2020, c'était le moment où ils annonçaient le premier confinement, etc. LEK perd 70% de ses missions. Tout le monde part au chômage partiel. Et du coup, moi, j'ai eu mes 6 mois comme ça. Et à la fin, ils recrutaient toujours pas, en fait. Enfin, ils recrutaient pas. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, OK, c'est un peu le moment
pour tenter le VC. Dès maintenant, on va voir un peu ce qui se passe, etc. Et j'ai refait du coup un 4e stage chez Iris Capital. Après, chez Sciences Po, j'ai l'impression que ça enchaîne souvent les stages. Enfin, t'es pas non plus l'exception chez Sciences Po, non? Peut-être, je sais pas, ça dépend un C'est vrai peu. que Je pense 4 stages en école de commerce, c'est beaucoup, mais enfin, ça arrive aussi. Ouais. Mais ouais, là, c'est vrai que 4 stages de 6 mois, si tu veux. Et en plus, les gens, ils considèrent pas que c'est de la vraie expérience, tu vois. Et j'étais en mode, mais si, j'ai bossé quand même 2 ans. Mais voilà. Et du coup, là, je suis arrivée dans le VC, donc pareil, trop contente. Iris Capital, qui est un très beau fonds français. Ils ont une petite partie en Allemagne aussi. Et à ce moment-là, je rejoins Baby VC, qui est une communauté d'aspirants VC. À ce moment-là, c'était encore assez nouveau. Et il y a une formation, une masterclass avec des intervenants qui viennent des différents fonds VC français au début. Voilà, et je me fais approcher par un headhunter, un chasseur de tête, par Early Bird, qui était du coup, enfin qui est toujours d'ailleurs, un fonds allemand, un peu l'équivalent de Raseo en France, en Allemagne, qui cherchait quelqu'un pour ouvrir leur bureau français. Et qu'il y avait aussi personne qui couvrait le Web3. Et moi, à ce moment-là, chez Iris, j'avais analysé quelques boîtes Web3 et je me disais que je voulais vraiment me spécialiser là-dessus. Enfin, en tout cas, ça m'intéressait vraiment. C'est intéressant parce que quand tu le dis, ça a l'air facile, mais enfin, j'ai quand même en tête que le moment où tu rentres en VC, c'est que ça commence à devenir assez hype comme métier. Tu vois, c'est genre fin 2020, début 2021, tu commences à voir la bulle qui Ouais. apparaît, donc beaucoup de gens qui veulent faire ce métier. T'as quand même essayé plusieurs portes ou ça s'est vraiment fait aussi simplement, t'as postulé chez Iris, t'as été pris, ensuite il y a un headhunter qui est venu, enfin. Disons que en fait, comme j'avais été habituée à faire les process de cap de conseil en strat, ça me paraissait facile après. Parce que franchement, les process de conseil en strat, je me suis pris des belles claques. Je me suis vraiment pris des belles claques. Et du coup, en fait, j'avais un peu la méthode, etc. Tu commences par les petits fonds, les moyens, les gros. J'étais assez à l'aise par rapport à ça. Et après, en fait, Early Bird, ils m'ont contacté, j'étais pas encore à la fin de mon stage, donc j'avais eu quelques discussions, etc. Mais j'étais pas non plus en rush OK, il faut que je trouve. À ce moment-là, je pense qu'en plus, je m'étais dit, j'aimerais bien avoir mes 2 mois de vacances. Parce que mon stage avait commencé en janvier. Bref, j'étais pas stressée, quoi. Et voilà, ouais, ça s'est fait en fait assez naturellement. Et en plus, au début, je connaissais pas Early Bird. Donc c'était marrant, quoi. J'étais en mode bon, je commence ce process, mais je m'en fiche un petit peu, etc. Et au fil du temps, je me rends compte que c'est un fonds qui est très renommé en Europe. Qui a investi dans des top boîtes, c'est quoi, UiPath, N26. Exactement. Ouais, c'est ça. Ils ont 2 milliards d'assets under management. Enfin, c'est vraiment un gros fonds. Et ça a bien matché, voilà. Donc ça s'est fait. Je commence en septembre 2021 à Berlin. J'y passe quelques mois pour m'imprégner un peu de la culture, etc., des process et pouvoir répliquer ça en France. Et ils cherchaient à recruter aussi quelqu'un d'un petit peu plus senior quand même pour ouvrir le bureau avec moi, qui a été recruté en janvier. Voilà. Salomon. Salomon Ayash, voilà, si tu nous écoutes, petite dédicace. Ça a été un super collègue pendant 2 ans. Mais donc ouais, du coup, en fait, c'était... Bon, c'est pas une aventure entrepreneuriale, mais t'as quand même... Enfin, c'est une expérience totalement différente que ce que tu aurais pu vivre dans un autre fonds classique parce que tu lançais un pays, en fait. Ouais, c'est sûr. Et je pense que c'est ce qui me plaisait aussi. J'aimais bien le fait de me former opérationnellement via l'ouverture d'un bureau parce que tu as tout un aspect un peu strat. OK, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Comment est-ce qu'on se partage les tâches? Tu as un aspect un peu opérationnel de OK, on va trouver des bureaux, on recrute des gens, des stagiaires, etc. Donc non, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Et ça me prenait du coup la moitié de mon temps, on va dire. En gros, chez Early Bird, on avait chacun 2 casquettes. On avait une casquette géographique de sourcing et après, on avait une casquette d'industrie. Donc en gros, nous, on sourçait en France et puis ensuite, si c'était un sujet climate, on envoyait au gars climate. Si c'était un sujet food, on envoyait à la personne food, etc., etc. Donc c'était un peu comme ça qu'on était organisés. Donc moi, je sourçais en France et après, mon industrie expertise, c'était le Web3 gaming. Comment t'en es arrivé sur le... Enfin, après, du coup, ça
Ça fait quoi avec ce que tu disais sur le fait que tu t'intéressais à la blockchain déjà à Sciences Po? Ouais. Chez Iris, tu t'étais déjà un petit peu spécialisé sur ce secteur-là. Enfin, comment t'en es arrivé à devenir un peu la personne de référence chez Earlybird sur ces sujets-là? Enfin, ouais, comment ça s'est fait? Je pense que c'est vraiment moi qui me suis imposée sur ça. Ok. En fait, ils avaient personne vraiment qui prenait cette industrie-là. Et du coup, j'ai un peu créé ma niche. Et chez Iris, en effet, j'avais étudié quelques opportunités. Et c'est là que je m'étais dit, OK, j'ai vraiment envie de faire ça plus. Ok. Ouais, je me souviens que, enfin, quand tu étais encore chez Earlybird, on te voyait sur beaucoup de panels, en fait, autour du Web3. Tu étais Oui, c'est vrai. hyper impliqué. Ouais, c'est trop drôle. Et moi, je commençais à l'époque. Ah OK, bah trop rigolo. Ouais. Donc, J'ai en effet, tu fais tes 2 ans chez Earlybird, donc tu as le travail classique d'un investisseur, en fait, sourcer du deal des boîtes, te faire des propositions sur des secteurs, etc. ouais. Sur les 2 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ta réflexion sur le métier d'investisseur Mmh. et comment tu passes à Illy, justement? Ouais. Bah du coup, je pense que déjà, ce qui est super, parce que maintenant je suis dans l'industrie de la blockchain, donc c'est quand même un peu particulier, mais j'ai été formée par des investisseurs traditionnels, donc ça m'a beaucoup aidée. J'avais en effet le rôle d'analyste VC classique, donc beaucoup de sourcing finalement, beaucoup d'analyse, même si j'avais mes stagiaires qui m'aidaient pas mal sur ça aussi. Et après de la création de conviction. Et après, Hem, vu que tu étais dans le bureau parisien, vous on étiez quand avait même en aussi vase clos, non? Enfin, Ouais, sur la France, en gros, on s'était un peu partagé le sourcing avec ouais, Salomon. On avait un peu chacun OK. notre réseau. Moi, via BabyVC, j'avais un réseau un peu de juniors, Ouais, etc. Donc, qui eux aussi étaient sur le sourcing. Donc, on avait pas mal de choses là. Et Salomon, avant, il était business angel. Donc, il avait aussi un très bon ouais, réseau. Il était chez Meta, enfin chez Facebook. Donc, il avait un très bon réseau. Donc, on s'était un peu partagé ça. Après, il y avait aussi le fait de faire connaître Earlybird en ouais. France parce que c'était vraiment inconnu à l'époque. Donc c'était de l'organisation d'événements. Moi, j'ai organisé pas mal de dîners type Women Founders in France ou j'ai organisé des événements avec Gen Z VC. J'ai Mmh. organisé des événements, enfin plein de choses comme ça. Aspiring Breakfast for Founders, Aspiring Founders Breakfast. Hem, ouais, donc il y avait de ça. On passait beaucoup de temps aussi dans les événements organisés par les VC. Donc il y avait beaucoup de networking. Mmh mh. Faire Hem rayonner Earlybird et faire en sorte que ce soit un des premiers points auxquels tu penses quand tu es un fondeur et que tu veux monter une boîte, quoi. C'était le C'est ça, exactement. Et mettre le nom à Station F, notre logo, tu vois? Ça a été un sujet pendant un temps. Et donc ouais, donc je me suis bien formée. Je pense que en tant qu'analyste, au bout d'un moment, tu plateaux si tu fais mmh, pas d'investissement. Et moi, je suis partie justement parce qu'ils avaient dépriorisé les investissements Web3 et j'avais un peu l'impression de travailler dans le vide et de plus apprendre, en fait. OK. Tu t'apprends vraiment énormément sur, je dirais la première année et demie. Moi, en interne, j'avais essayé de changer un peu la stratégie d'investissement par rapport au Web3 parce que, en fait, j'avais pas de problème sur le sourcing. Je trouvais des très belles opportunités, mais j'avais pas mal de mal à les convaincre de nous avoir, nous, au board parce que enfin, ou dans leurs investisseurs, parce que les fondateurs Web3 étaient un peu en mode: «Vous êtes pas crypto-natifs, vous allez rien m'apporter, quoi». Ouais, tu te bats contre des fonds genre, la Framework, Américains, enfin que des exactement. ouais. Exactement et du coup, j'avais un peu, poussé en interne pour que notre strat d'investissement soit un peu différente sur les boîtes Web3, qu'on Mmh. fasse des beaucoup plus petits tickets, et que comme ça, on puisse se construire notre portefeuille et dire: «On a investi dans ça, on a investi dans Ouais, ça, on a investi dans ça» et c'était même plus simple pour moi aussi de trouver des plus petites places, tu vois? ouais. Et pas forcément être lead en tant que fonds traditionnel dans des boîtes crypto. Ce que fait Hardcore, enfin, c'est sur Par leur fonds exemple, crypto, ouais ouais. et Cherry, d'ailleurs les Ouais. 2 sont investisseurs chez nous. Ouais, c'est vrai. Chez Illy, c'est marrant. Mais oui, ils font ça, du coup. C'était bon, bref. Donc tu as ce challenge, qui est quand même assez fort. Enfin, le but, c'est de faire des deals quand tu es en VC, Ouais, et donc du coup, quand tu as cet enjeu de crédibilité auprès des fondeurs, crypto et que ça t'empêche de faire des deals, tu plateaux rapidement sur sur ce que tu peux apprendre, quoi. ouais, exactement. OK. Et du coup, c'était un peu le temps pour moi et à côté, comme, j'étais pas venue du monde de la start-up, j'avais toujours un peu cette frustration de dire,
en fait, je veux bien vous donner tous les conseils du monde. Et je veux bien lire plein d'articles, vous faire un rapport sur ce sujet, sur ce sujet, sur ce sujet. Tu vois, moi, j'étais du coup sur certains boards quand même. Ouais. Et ouais, en gros, j'ai aidé comme je pouvais, mais j'avais jamais vécu la vie de start-up. Ok. Donc je me suis dit que c'était un peu le moment pour moi de partir parce que j'apprenais plus, je me sentais moins libre de faire les deals que je voulais. Et Salomon est parti du bureau français, donc je suis Ouais. partie avec lui. Ok. Donc, tu voulais un peu plus de concret aussi, genre compréhensible. Comment ça se passe à partir du moment où tu prends cette décision de partir? Est-ce que tu retrouves directement du travail chez Illy? Mmh. Est-ce que tu passes plusieurs process? Comment tu prends vraiment ta décision de rejoindre Illy, les fondeurs, et combien de temps ça prend surtout? Ouais, moi je pense que j'ai vraiment pris le temps. Et en effet, juste pour ajouter sur le concret, il y avait l'aspect en tant que VC, ton travail il s'arrête jamais vraiment. Tu peux toujours faire plus. Tu peux toujours aller creuser encore plus de marchés, rencontrer encore plus de personnes. Ça s'arrête jamais vraiment. Et j'étais attirée par le fait d'avoir, tu vois, un projet qui a un début, une fin, ce que Ouais. j'ai en start-up, et cocher des cases et avoir à la fin de la journée l'aspect un peu satisfaisant de OK, I'm done, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse et demain sera une nouvelle journée avec une nouvelle to-do list beaucoup plus concrète, quoi. Ouais, c'est vrai que le VC, ça c'est enfin, parfois je pense que tu peux être dans un tunnel un peu constant Ah mais constant. et oui, Tu peux bosser le soir, tu peux bosser le week-end, ce que je faisais. Enfin, ouais, ouais, OK. vraiment, Je ça dépend un peu de ta vision ou ta relation au taf, mais Ouais, ça peut ouais. rapidement devenir hors de contrôle. Ouais, ouais. OK, très clair. Et donc ouais, comment tu passes à enfin, c'est quoi ta réflexion sur la suite à partir de ce moment-là? Ouais. Hem, du coup, moi, j'ai pu négocier rupture co, donc j'avais le chômage et j'étais assez détendue. J'avais pas de pression de: «Il faut que je retrouve un taf dans le OK. mois qui vient». Donc ça, c'était chouette et j'ai pris le temps de ramp up sur certains sujets crypto, de creuser certains sujets avant de commencer à passer des entretiens. Et au niveau des entretiens, pareil, j'ai vraiment pris le temps. Je me suis dit: «Je préfère ne pas avoir 15 process en même temps, en avoir 2-3 que j'ai vraiment qualifiés Mmh. et mais vraiment me concentrer dessus». Donc j'ai pas du tout apply en ligne ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait jouer mon réseau. OK. Et les critères que j'avais pour trouver ma prochaine opportunité, c'était start-up, relativement early stage, donc boîte de moins de 200 personnes, je dirais. OK. Donc bon, voilà, c'est c'est quand même assez large. Il fallait que je m'entende bien avec l'équipe, donc soit avec les fondateurs, soit avec l'équipe avec laquelle j'allais évoluer. Et il fallait que la start-up ait levé des fonds avec des beaux fonds crypto. Et des beaux fonds crypto, tu en as pas Mmh, beaucoup. mmh, mmh. Voilà, donc enfin ouais, ça a bien limité mes options. Mais du coup, à la fin, je me suis retrouvée avec 3 offres qui étaient vraiment super. Et Illy, en fait, ça s'est fait sur la toute fin de mes process avec les 2 autres boîtes. Ça s'est fait hyper rapidement. Je connaissais déjà les fondateurs de mon temps de VC. Heu, Ils étaient sur une autre boîte avant, et ils ont pivoté entre-temps, un peu au moment où moi j'étais en train de ramp up sur d'autres sujets, donc j'avais pas trop suivi. OK. Et juste un moment, je retrouve le CEO, avec qui je m'entends très bien et avec qui je m'entendais très bien avant. C'était un peu des potes de conférences crypto, en fait. Voilà. Et il me dit: «Ah, on cherche une personne tel type, tel type, tel type pour être notre chief of staff. Est-ce que tu connaîtrais des gens?» Et là, je commence à répondre: «Bah, écoute, enfin, c'est mon profil, là. Donc si tu veux, on en discute, faut voir si c'est pas un problème, parce qu'on est amis de base, donc c'est à prendre en compte quand même quand tu commences une relation qui ensuite va être quand même, bah, il y a un aspect quand même de supériorité parce que mon CEO, c'est mon boss, quoi». Ouais et aussi, enfin, dans tes critères, tu avais en dessous de 200 employés, donc c'est assez large. Ouais, Là, tu as rejoint en fait, mais au tout début, quand il y a encore ouais. tout à construire, quoi. Et ça, est-ce que ça a été, quelque chose qui t'a amené du doute ou pour toi, enfin, c'était la même chose ça et versus rejoindre, je sais pas, un Kin, tu vois? Ouais. En fait, je me rendais compte que c'était plus risqué que d'autres boîtes.
Et à la fois, je me suis dit, c'est le moment un peu où je peux prendre ce risque. Ce risque, quoi. Okay. Parce que bon, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, j'avais un peu rien à perdre. Et je me suis dit, si la boîte ne fonctionne pas, dans les faits, j'aurais quand même appris. Et j'aurais quand même, j'aurais trouvé ce que je cherchais dans une expérience startup. Et je pense que, je suis assez confiante par rapport à l'avenir. Je pense qu'on est très employable et que ça marche pas, je saurais rebondir. C'est un risque, mais on est jeune et c'est des expériences qui sont toujours quali, quoi. Exactement. Et après, je leur faisais confiance et je leur fais toujours confiance. C'est des génies, mes fondateurs, et je crois vraiment en ce qu'on fait. Ouais. Donc j'ai toujours cette conviction-là et je l'avais au début. Il y avait beaucoup de questions qui étaient aussi non répondues. Mais voilà, j'ai voulu rejoindre l'aventure et j'en suis très heureuse. Et justement, donc tu nous en as parlé. C'est une boîte très très tech. Tu vois, c'est même, je pense pour beaucoup de personnes, compliqué de mieux comprendre la proposition de valeur quand on vient pas de ce secteur. Ouais. Qu'est-ce que c'est de rejoindre une startup aussi tech quand on est plutôt un profil business et surtout aussitôt dans l'aventure? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais en tant que VC en termes de quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que ça match ce que tu avais en tête? Ouais, c'est vrai qu'on m'a pas mal posé la question au début. Pourquoi est-ce que tu rejoins un chief of staff alors qu'il y a que les 2 fondateurs? Quel est le sens? Parce qu'il y a un peu plusieurs types de chief of staff. Il y a aussi le chief of staff de la série B qui va pas du tout avoir le même rôle que le chief of staff dans une boîte très early. Moi, je pense que ça avait du sens parce que mon profil, il est très complémentaire du profil des fondateurs. Mon CTO, il est assez business, mais bon, c'est un CTO. Mon CEO, c'est un peu le profil, tu vois, founder inspirationnel. Et moi, j'ajoute un peu un aspect, OK, on accélère, process, un aspect un petit peu business plus. Donc on se complète très bien et ça a vraiment bien marché dès le début. C'est vrai que dans une boîte tech, au début, tu te poses un peu la question de qu'est-ce qu'on va faire en business, notamment parce que ça nous a pris 9 mois de développer le produit. Donc tant que le produit est pas sorti, tu peux faire plein de choses, mais c'est pas, t'étais pas non plus en train de vendre le produit pour le moment, quoi. Mais mine de rien, on s'est bien occupé. Moi, au début, j'étais vraiment sur des sujets. En fait, quand j'ai rejoint, la term sheet venait d'être signée, donc j'ai fait tout le closing du deal. Ensuite, j'ai eu l'aspect finance, légal, RH. On a recruté les développeurs qui nous ont rejoints. C'était un tour de combien sur Illy? 2,5 millions. Ok. Ouais. Par Framework Ventures, qui est du coup un très beau fonds américain, early crypto. Et donc, tu avais aussi peut-être les sujets genre non dilutifs. En fait, tu avais tous les sujets liés au financement dès que tu arrivais. Ouais, donc absolument. ça a dû quand même te... Plein d'optimisations qui sont possibles et qui portent vraiment leurs fruits aussi maintenant. Voilà, j'ai fait, en fait, j'ai fait plein de trucs, vraiment plein de trucs. Le rôle, c'est un petit peu de porter la casquette des gens jusqu'à ce qu'ils soient recrutés. Donc, t'as un aspect un petit peu, OK, ce sujet, c'est le plus important, je le prends, OK, machin. Et ça évolue vraiment en fonction des besoins de la boîte. Là, ces derniers temps, j'étais un peu sur du marketing growth. Par la suite, je vais être plus sur de la création d'écosystèmes. Et tu te formes à chaque fois avec des mentors d'autres boîtes qui viennent te donner leurs conseils? C'est ça, des discussions, t'apprends en faisant aussi, en vrai. J'ai cette communauté, du coup, Early Builders, avec qui on s'entraide pas mal. Voilà. Sur l'aspect plus passerelle, genre VC à premier employé de start-up. Ouais. Est-ce que, du coup, c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu as été surprise, je sais pas, au bout de 1, 2, 3 mois sur, en fait, la réalité du travail à accomplir en start-up quand t'arrives au tout début? Et ouais, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est fait pour la plupart des gens qui veulent transitionner du VC à quelque chose d'autre? Est-ce que tu vois vraiment une valeur quand tu as été VC d'arriver dans ce type d'aventure, quoi? Ouais. Déjà, j'ai complètement déconstruit ma vision de la startup early stage en arrivant chez Illy, parce que je m'étais fait une image de la startup en tant que VC. Ouais, parce que
t'as dû voir 500 entrepreneurs Mais en plein, deux. mais plein. Et en fait, quand tu passes de l'autre côté, franchement, tu te dis, ah ok, d'accord, vraiment rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus le chaos que ce à quoi je m'attendais, vraiment. Et il faut aimer ça, quoi. Et donc, c'est pour ça que ma réponse, c'est pas pour tout le monde, vraiment. Notamment parce que VC, mine de rien, faut quand même être bien structuré, faut avoir de la rigueur. Enfin, c'est pas du tout les mêmes skills. Et à la fois, ça m'aide quand même beaucoup, bah, déjà, sur tout ce qui va être stratégie d'entreprise, tu vois, avoir un peu le point de vue macro de où est-ce qu'on va, à quoi ça sert, etc. Parce que c'est très facile, en fait, en early stage, d'être complètement red zone, d'avoir du visu sur ce qui se passe dans 2 semaines, 1 mois, 3 mois, mais après, tu sais pas. Donc ça m'aide pas mal là-dessus. Ça m'aide pas mal aussi sur tout ce qui est relations investisseurs, Ouais. sur les levées, etc. Les BP. Enfin, tu vois, en gros, il y a pas mal de sujets sur lesquels avoir été VC, ça m'aide beaucoup. Ouais, j'ai l'impression que c'est... on parle souvent de soft skills en VC. Ça t'apporte peut-être une granularité business, le fait d'avoir vu autant d'entrepreneurs te pitcher, quoi, Ouais. qui est, je pense, assez compliqué à avoir si t'es pas passé par là. Genre, si t'as pas rencontré ces 500 personnes qui sont super fortes et tout, qui te donnent de la connaissance, quoi. Clairement. Et je pense que ça m'aidera aussi à l'avenir parce que l'idée, c'est de créer un peu un startup studio à un moment donné. Et je pense que je vais beaucoup travailler là-dessus aussi, créer une sorte de mini-fonds en interne Ok, à Illy. intéressant. Ouais. Sur plus la partie conseil maintenant, c'est quoi le conseil que tu donnerais à des gens qui veulent justement arriver aussitôt dans l'aventure? Et là, je parle même pas d'arriver en startup parce que c'est vraiment différent de faire ce que tu as fait versus rejoindre une startup où ils sont déjà 15. Tu vois, on avait eu Baptiste de Fleet ici. Baptiste, il arrive au début, mais ils étaient 10, tu vois. Ouais. Toi, t'es vraiment arrivé juste après la term sheet. Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des gens qui veulent rejoindre ce type d'aventure et puis après, on pourra terminer sur tes aspirations avec Illy. Ouais. Ouais, je pense que le plus important, en fait, et ça va paraître débile comme conseil, c'est le fit avec les fondateurs, tu vois. Vraiment, vraiment, parce que tu passes 5 jours de ta semaine, voire plus. Il faut que tu sois sûr que tu vas apprendre d'eux, que tu sois sûr que tu vas pouvoir évoluer et grandir dans la boîte et que tu sois sûr de bien t'entendre avec eux, quoi. Parce que s'il y a pas ça, il y a rien. Enfin, tu peux rien construire au-dessus, vraiment. Toi, t'as pas fait une analyse de VC au moment de rejoindre? Enfin, Si, si t'as si quand appliqué, même. ok. J'avais bien sûr, t'as toujours ton framework. Et du coup, c'est compliqué ça parce que ça élève encore la barre en fait de rejoindre une startup quand t'as fait du VC parce que t'es beaucoup plus exigeant. Ouais, exactement, c'est sûr. T'es beaucoup plus exigeant et à la fois, il faut le voir un peu pas comme un investissement série A, mais un investissement précis. Tu vois, il y a rien d'autre que l'idée et les fondateurs. Et en fait, l'idée, elle va changer, le marché va changer. Nous, on a pivoté. Ce qui reste, c'est les fondateurs. Donc c'est pour ça vraiment, c'est le plus important, quoi. Ok. Et sur le dernier, bon, qui a un petit peu répondu, c'est qu'est-ce qui fait un bon employé? Je pense que, enfin, si tu veux dire un bon early employee. Ouais, je pense que t'as l'aspect un peu proactif, genre vraiment proactif, parce qu'on va pas te dire ce que tu vas faire, donc c'est à toi d'identifier ce qu'il faut faire. Tu prends, tu fais. Je pense que c'est le plus important. Et l'aspect aussi un peu prise de risque, mine de rien. Et embrace de chaos, quoi. Ça, il faut vraiment prendre en compte que c'est le bordel et il faut aimer ça, quoi. Ok. Vraiment. C'est ce que j'avais en tête. Enfin, forcément, quand t'as des fondeurs qui viennent te voir, t'enjolives un peu la réalité et tout, et donc, mais en vrai, on sait. Ouais, mais moi, je savais pas, tu vois. Je savais pas à ce point-là. Donc, ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'adaptation. Et pourtant, moi, j'ai toujours considéré que j'étais très adaptable. Mais je peux te dire qu'il a une fois vraiment que t'es fallu... dedans, c'est encore... Enfin, une fois que t'as en plus, d'autant plus le skin in the game, genre là, c'est là que tu ressens l'impact. Et tu vois, enfin, l'aspect early employee, il y a quand même une difficulté aussi qui est que tu n'as aucune visibilité
sur ce que tu vas faire dans 3 mois, ce que tu vas Ouais. faire dans 6 mois, et cetera. Enfin, ça dépendra vraiment des besoins de la boîte, ça dépendra de là où il y a des trous, et cetera. Enfin, Chief of Staff, moi, j'aime bien le décrire comme un peu un chef d'orchestre d'une boîte, et le CEO étant le compositeur ou metteur en scène, ça marche aussi. OK, tu fais jouer un petit peu la boîte, et cetera, les différents rôles, et en gros, tu vas jouer de l'instrument qui n'existe pas encore ou qui n'est pas encore dans l'orchestre, quoi. Ok. C'est. Et donc, faut aimer aussi un peu cet aspect, ouais, vraiment insécurité de dans 2 mois, je sais pas ce que je vais faire et ce sera intéressant ou pas, mais je vais le faire et avec le sourire, quoi. Ok. On arrive à la fin du coup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec Illy? Ouais. Ouais, preneur de savoir. Là, nous, on vient de lancer notre première version du produit la semaine dernière. Donc, on est en plein dedans. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que ça continue. On a eu énormément de traction, énormément d'intérêt. Ça se passe super bien, on est trop contents et on espère que ça va continuer comme ça. Et prenez un t-shirt Illy aussi. Ils font du super merch. Ouais, on fait du super merch, c'est moi qui gère ça. Entre plein d'autres trucs. Cécile, je te remercie vraiment pour ton temps, c'était trop bien. Je pense qu'il y a plein de connaissances qui ont été distribuées, donc franchement, j'espère que tout le monde appréciera le podcast, et on te souhaite le meilleur du coup avec Illy. Merci. Merci Thomas, merci.